vous pourriez atteindre Mars en seulement 30 jours. Non, il ne s'agit pas de science-fiction. Un moteur à plasma révolutionnaire pourrait réellement rendre cela possible. Bientôt, nous pourrions troquer nos chaises de plage aux Bahamas pour un voyage vers la planète rouge. Alors, quand pourrons-nous acheter nos billets? Eh bien, probablement pas avant 2030. Et même à cette date, les premiers vols seront sans doute un luxe réservé aux astronautes, et non aux simples touristes. Ils se réjouissent néanmoins, car ce moteur pourrait bouleverser tous les aspects du voyage spatial, réduisant considérablement les durées de trajet et facilitant grandement les missions. À l'heure actuelle, voyager vers Mars n'est qu'un rêve. Personne n'y a encore posé le pied, et il existe une raison majeure. Un aller-retour signifierait passer plusieurs années dans l'espace, ce qui n'est guère sûr. Nous avons bien envoyé des hommes sur la Lune, mais cela relève d'une toute autre histoire. Rejoindre notre satellite naturel ne prend que quelques jours. Le trajet le plus rapide fut celui d'Apollo 8, dont l'équipage atteignit l'orbite lunaire depuis celle de la Terre en moins de 3 jours. Si l'équipe souhaite économiser du carburant, elle pourrait emprunter un autre itinéraire. Ces trajectoires peuvent prendre beaucoup plus de temps, parfois des semaines, voire des mois, avant d'atteindre la Lune. Ainsi, la durée du voyage dépend davantage de décisions stratégiques. Qu'en est-il de Mars ? La planète rouge se situe bien plus loin. En moyenne, elle se trouve à environ 225 millions de kilomètres de la Terre. D'après la NASA, même en embarquant immédiatement dans un vaisseau spatial en direction directe, le trajet durerait de 7 à 10 mois. Prenons l'exemple du Mars Reconnaissance Orbité de la NASA. Ce vaisseau spatial fut lancé depuis Cap Canaveral en août 2005 et n'atteignit l'orbite de Mars qu'en mars de l'année suivante. La durée du voyage peut cependant varier, car la distance entre la Terre et Mars change continuellement au fil de leur orbite, autour du Soleil. Ainsi, même si l'on parvient à s'y rendre en quelques mois, un aller-retour pourrait finir par durer près de 3 ans. Et personne n'aspire à cela. Non seulement il serait particulièrement monotone de vivre là-haut sans Netflix, mais le danger est réel. Passer un temps prolongé dans l'espace peut infliger des dommages sérieux au corps humain. Une mission vers Mars exposerait les astronautes à 3 environnements gravitationnels distincts. Durant le voyage vers Mars, ils seraient en apesanteur. Puis, à leur arrivée, ils devraient évoluer dans une gravité équivalente à un tiers de celle de la Terre. Enfin, au retour, ils auraient à se réhabituer à la gravité terrestre. Alterner entre ces différents champs gravitationnels n'est certainement pas anodin. Les astronautes peuvent perdre leur équilibre et leur sens de l'orientation, entraînant nausées et confusion. Affronter de tels effets lors de l'atterrissage sur Mars n'a rien d'amusant ni de facile. Et ce n'est qu'une partie des difficultés. De nombreux autres défis se présentent lors d'un voyage aussi long, tels que des délais de communication pouvant atteindre 20 minutes dans un sens, la probabilité de panne d'équipement ou d'urgence médicale, et la nécessité constante de rationner avec soin vivres et fournitures. Heureusement, le moteur évoqué précédemment pourrait remédier à cette situation et réduire considérablement la durée du trajet. Du moins, c'est ce que suggèrent les scientifiques qui ont élaboré un prototype de moteur de fusée électrique à plasma capable de nous conduire vers Mars en seulement 30 à 60 jours. Et si votre première réaction fut « un moteur à plat, quoi ?» Rassurez-vous, nous allons clarifier cela. Voici une fusée conventionnelle, semblable à celle que l'on voit décoller de Cap Canaveral. Elle fonctionne en injectant dans son moteur un carburant à hydrogène liquide et un oxydant à oxygène liquide. La combustion libère une énergie considérable, produisant une poussée. En termes simples, le gaz brûlant extrêmement chaud est éjecté à l'arrière, propulsant la fusée vers l'avant, et elle s'élance ainsi dans l'espace. À présent, voici la fusée à plasma. Son décollage se fait de façon similaire, grâce au même mélange chimique. Mais, une fois en orbite, elle bascule vers un système de propulsion électrique. Son fonctionnement diffère radicalement. Plutôt que de brûler hydrogène et oxygène liquide, elle emploie 2 électrodes. Lorsque des particules chargées circulent entre elles sous haute tension, un champ magnétique se crée, expulsant ces particules hors du moteur. Le plasma surchauffé s'est projeté dans une direction, tandis que le vaisseau se déplace dans l'autre. C'est ainsi que la poussée est générée. Nous parlons d'une poussée d'au moins 6 newtons. Pour vous donner une idée, un newton équivaut à peu près à la force nécessaire pour soutenir une petite pomme face à la gravité. Certes, cela paraît dérisoire comparé à la puissance explosive d'une fusée classique, mais voici l'essentiel. Un moteur à plasma peut fonctionner sans interruption pendant des mois,
accélérant progressivement le vaisseau spatial jusqu'à des vitesses extrêmes. Très bien, mais de quelle vitesse parlons-nous exactement? Les fusées conventionnelles à combustion atteignent une vitesse d'éjection maximale d'environ 4,5 km par seconde. En comparaison, ce nouveau moteur à plasma peut frôler les 100 km par seconde. À de telles vitesses, un trajet en fusée jusqu'à Mars pourrait ne durer qu'un mois. L'écart est colossal. C'est pourquoi beaucoup estiment que ce moteur pourrait révolutionner totalement les voyages spatiaux. En permettant aux engins de parcourir de bien plus grandes distances tout en consommant nettement moins de carburant, cette technologie pourrait constituer la clé pour que nous laissions nos empreintes sur le sol martien. Et, qui sait, peut-être même au-delà. Cependant, il n'est pas encore pleinement opérationnel. Il faudra sans doute des années. Pour l'instant, il s'agit davantage d'un prototype, à un stade très précoce de développement. Il est testé dans une installation spécifique, une chambre à vide de 14 mètres de long sur environ 4 mètres de large, reproduisant les conditions de l'espace. L'objectif est de vérifier les performances du moteur dans un cadre réaliste avant de l'envoyer en orbite. Parmi les points qu'il souhaite examiner, figure sa réaction aux rayons gamma. Dans l'espace, les radiations ne se limitent pas à la lumière solaire. Il s'agit de flux de particules subatomiques provenant du Soleil, de la Voie lactée, et même d'au-delà. Bien que minuscules, elles constituent un défi majeur pour les missions de longue durée. Sur Terre, les radiations solaires et spatiales ne posent de guère de problème. Notre atmosphère et notre champ magnétique, absorbant ou déviant la majorité de celles-ci. Mais les astronautes et leurs vaisseaux spatiaux ne bénéficient d'aucune protection naturelle dans l'espace. Le problème réside dans le fait que ces particules à grande vitesse peuvent traverser le corps humain, déchirer l'ADN et causer de graves troubles de santé. Même une heure sans protection adéquate pourrait être fatale, du moins pour les astronautes. Et il ne s'agit pas uniquement des humains, les vaisseaux spatiaux subissent aussi ces impacts. Ces particules peuvent pénétrer les matériaux de l'engin et endommager l'électronique sensible, provoquant bugs, dysfonctionnements ou panne totale. Voilà exactement ce qu'il faut éviter lors d'un long voyage, n'est-ce pas? Il n'y a pas de garage sur la route vers Mars. Avec un aller-retour durant plus d'1 an, le problème est d'autant plus sérieux. Plus l'exposition des astronautes et de leurs vaisseaux est longue, plus le risque augmente. Voilà pourquoi il est crucial de trouver des moyens de rallier Mars plus rapidement. Les concepteurs de ce moteur à plasma ne sont toutefois pas les seuls à chercher à atteindre Mars au plus vite. La NASA a récemment collaboré avec la Defense Advanced Research Projects Agency pour tester un moteur fusée à propulsion thermonucléaire dans l'espace. Une technologie susceptible de réduire également le temps de voyage pour les missions humaines futures vers la planète rouge. Dans le même temps, SpaceX nourrit des ambitions encore plus vastes avec son programme de colonisation, connu sous le nom d'Occupy Mars. Leur objectif est d'envoyer des gens vivre réellement sur la planète rouge, dans l'espoir de garantir la survie à long terme de l'humanité. Les premiers vaisseaux devraient être lancés en 2026, probablement sans équipage, mais les scientifiques sont confiants. Ces engins pourraient atteindre Mars en seulement 6 mois. Ainsi, nous avons un moteur à plasma, une fusée thermonucléaire, et toute une mission visant à occuper Mars qui s'efforce d'acheminer des gens vers la planète rouge dans un avenir proche. Mais qui réussira le premier et atteindra la planète le plus rapidement? Seul le temps nous le dira, mais n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les fusées étaient lancées juste à côté de l'équateur, ou de la mer, ou pourquoi nous les lançons verticalement et non pas comme des avions? Nous allons répondre à toutes ces questions, pas si stupides, au sujet des fusées. Question 1. Comment la Terre influence-t-elle le lancement de la fusée? Revoyons un peu nos cours de physique du lycée. La gravité de la Terre est incroyablement forte. Pour surmonter cette force, nous devons développer une vitesse immense. Heureusement, les fusées sont capables de la fournir, mais ce serait beaucoup plus difficile si la Terre elle-même ne lui venait pas en aide. La Terre tourne autour du Soleil à une vitesse de 108 000 km à l'heure. Très rapide donc, c'est le moins qu'on puisse dire. Et nous bougeons tous avec elle. Ainsi, quitter la Terre, c'est comme sortir d'une voiture en mouvement. Pendant un certain temps, la fusée se déplacera avec notre planète par l'inertie. C'est comme un bon coup de pouce. La fusée décolle de la Terre à une vitesse déjà conséquente. Et ensuite, elle a juste besoin d'accélérer un peu plus avec l'aide de son carburant.
D'ailleurs, ce n'est pas la seule astuce scientifique dans le lancement des fusées. Pour obtenir le maximum d'avantages de cette poussée, elles sont lancées en orbite terrestre, d'ouest en est. Pourquoi? Parce que la Terre tourne de l'ouest vers l'est, bien entendu. De cette manière, la fusée reçoit une inertie maximale. Question 2. Pourquoi les fusées se sont-elles lancées près de l'équateur? La réponse est liée à la question précédente. Croyez-le ou non, la surface de la Terre se déplace plus rapidement à l'équateur. Le cours élémentaire ne nous a pas tout dit. La Terre n'est pas parfaitement ronde, elle est plutôt aplatie, en légère forme d'ellipse, et l'équateur est le point le plus large de notre planète. Alors, qu'est-ce que la vitesse? C'est la distance divisée par le temps. Et puisque la distance à l'équateur est la plus grande, environ 40 000 km, de sorte que la vitesse de rotation y sera plus élevée. Alors, imaginez que vous et votre ami vous teniez à 2 points différents de la Terre. Vous êtes à l'équateur, et votre ami se trouve plus proche du pôle Nord. Après être resté là toute la journée, vous auriez parcouru plus de kilomètres que votre ami, ce qui signifie techniquement que vous vous seriez déplacé plus rapidement. Donc oui, la vitesse de rotation à l'équateur est plus élevée. Naturellement, il est plus rentable pour nous de lancer des fusées depuis des endroits où la vitesse de poussée initiale sera la plus élevée possible. Et le lancer depuis l'équateur fait bouger l'engin spatial presque 500 km/h plus vite. Question 3. Comment les scientifiques choisissent-ils les lieux de lancement? Les fusées sont d'énormes monstres de complexité pesant plusieurs centaines de tonnes. Inutile de dire que des dizaines d'erreurs peuvent survenir lors du décollage. La plus dangereuse, probablement, est une défaillance en plein vol. C'est lorsque quelque chose cloche dans une fusée qui est encore en plein ciel. Si ces débris enflammés retombent sur Terre, ils peuvent causer un terrible désastre. Regardons à présent une carte des différentes rampes de lancement à travers le monde. Nous pouvons voir que beaucoup d'entre elles sont situées près de la côte. Par exemple, le Kennedy Space Center en Floride ou le Satish Dhawan Space Center à Sriharikota en Inde. C'est le meilleur moyen de minimiser et idéalement d'éliminer complètement le risque de retombée de débris sur nos têtes. Si quelque chose tourne mal pendant le lancement, tout cela tombera dans les eaux de l'océan, loin des zones densément peuplées. Et oui, il y a un tas de pas de tir situés loin de la mer. C'est parce que beaucoup d'autres choses jouent également un rôle dans le choix de l'emplacement. Par exemple, la disponibilité. La rampe de lancement devrait idéalement être accessible par la terre, l'air et la mer. Question 4. Attendez, la Floride n'a-t-elle pas une météo capricieuse? Pourquoi ont-ils choisi cet état? Depuis plus de 70 ans, la NASA lance des fusées depuis Cap Canaveral, en Floride. C'est étrange car la Floride a un climat tropical et très humide. Il s'y produit plus d'orages par an qu'en tout autre endroit. Cela peut grandement perturber le lancement des fusées, et c'est très dangereux. D'ailleurs, une fois cela s'est réellement produit. En 1987, la foudre a frappé une fusée AC-67 avant son décollage. Ces systèmes ont été endommagés et finalement, la fusée a été détruite. Heureusement, il n'y avait pas de personnes à bord. Une autre grande menace météorologique est les ouragans. Et oui, ils se produisent aussi en Floride plus souvent que dans tout autre État. Mais malgré tout cela, la NASA a tout de même choisi ce lieu maudit pour lancer ses fusées. Pourquoi? Eh bien, probablement parce qu'il ne se produit que des choses folles en Floride, à commencer par les lancements de fusées. Mais pour être sérieux, avant que la NASA ne déménage à Cap Canaveral, les fusées étaient lancées depuis un autre endroit, le site d'essai de White Sands, situé au Nouveau-Mexique. À l'époque, comme White Sands était situé dans une région reculée du pays, tout était plus ou moins sûr. Si les fusées étaient retombées, elles affecteraient ni ne détruiraient pas grand-chose. Mais au fil du temps, nos technologies se sont développées. Les fusées sont devenues plus grandes et nécessitaient beaucoup plus d'espace pour leur lancement. En conséquence, la zone de danger s'est également agrandie. White Sands n'était qu'à 40 km de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, et à 110 km d'El Paso, au Texas. En d'autres termes, il était entouré d'agglomérations. Par conséquent,
les scientifiques ont commencé à chercher des lieux plus sûrs. La côte Est semblait être la meilleure option. Pouvez-vous deviner pourquoi? Non seulement la côte Est est proche de l'équateur, mais elle est aussi située près de l'océan Atlantique. Et nous savons déjà que cela ajoute un bonus à la sécurité. C'est pourquoi, dans les années 1950, la NASA a déplacé ses lancements en Floride. Le premier était le lancement de la fusée Bumper 8, qui a eu lieu le 24 juillet 1950. Et ensuite, cet endroit est devenu un véritable spatioport. Question 5. Pourquoi les fusées sont-elles lancées verticalement? Les fusées sont des objets élevés, effilés et cylindriques qui vont dans l'espace verticalement et laissent derrière eux un énorme panache de fumée. Mais pourquoi sont-elles lancées de cette façon et non comme des avions par exemple? Eh bien, une telle idée semble un peu folle. Pour la mettre en œuvre, nous devrions apporter énormément de modifications à la conception actuelle des fusées. Mais le plus important est que cela gaspillerait beaucoup de ressources. Cela peut vous surprendre, mais les avions et les fusées sont conçus assez différemment. La tâche principale de l'avion est de voler dans l'atmosphère. La tâche principale de la fusée est de quitter l'atmosphère le plus rapidement possible. En raison de la résistance de l'air dans le ciel, la fusée perd la majeure partie de son énergie en volant. Par conséquent, nous devons nous assurer qu'elle ait quitté l'atmosphère terrestre avant que son carburant ne soit complètement épuisé. Et puisqu'elle a besoin de beaucoup plus de carburant qu'un avion, il est plus facile et plus économique de la lancer directement vers le haut. Ainsi, elle nécessitera un minimum de carburant, juste ce qu'il faut pour s'arracher à la gravité. Question 6. Pourquoi la trajectoire de la fusée change-t-elle après le lancement? Vous vous souvenez quand nous avons dit que la tâche principale d'une fusée était d'échapper à la gravité par tous les moyens et d'atteindre l'espace. Maintenant, oubliez tout ça. C'est techniquement vrai, mais ça ne donne pas une image complète. La tâche de rentrer dans l'espace n'est pas particulièrement ardue. L'espace n'est pas si haut que cela. Vous deviendrez officiellement un spationaute si vous atteignez une altitude d'environ 100 km au-dessus de la Terre. Mais tout est question de demeurer en orbite. L'orbite est la frontière des deux mondes. Là-bas, l'attraction gravitationnelle de la Terre est encore suffisamment grande pour que la fusée ne s'envole pas dans l'espace extra-atmosphérique, mais en même temps suffisamment faible pour qu'elle ne retombe pas sur Terre. Donc, si vous l'atteignez, il n'est plus nécessaire de gaspiller de carburant. Le vaisseau spatial volera simplement en apesanteur par inertie. Si la fusée vole purement en ligne droite, elle s'éloignera simplement dans l'espace extra-atmosphérique. Pour entrer en orbite, elle doit voler en arc. Par conséquent, après le démarrage, elle commence d'abord à pencher sur le côté et accroît progressivement cette courbe. Entrer en orbite est une tâche très difficile, à vrai dire. Le seul carburant devrait suffire à atteindre une vitesse insensée de presque 30 000 km à l'heure. C'est pourquoi nous avons inventé cette méthode d'optimisation. Les savants l'appellent vitesse d'échappement. Ainsi, une fusée courbe sa trajectoire après le lancement parce qu'elle doit entrer en orbite autour de la Terre. Félicitations, c'était un long voyage. La chasse aux garde-meubles est vraiment très populaire ces temps-ci. Cette activité a beaucoup attiré l'attention en raison des nombreuses émissions de télévision qui lui sont consacrées dans le monde entier. Mais il n'y a pas que les chasseurs professionnels qui peuvent toucher le jackpot avec de super trouvailles. Un couple d'Arizona voulait simplement un canapé, mais ils n'étaient pas prêts à en acheter un neuf et voulaient faire des économies. Ils ont donc participé à une vente aux enchères et ils ont fait une offre de $10 pour un vieux canapé. Comme ce meuble n'était pas en très bon état, ils ont pu l'acquérir accompagné du conteneur dans lequel il se trouvait. Et en fouillant le box, ils ont eu une sacrée surprise. Ils ont trouvé un vieil ours en peluche rempli d'argent. Ce nounours leur a rapporté environ $300 000. En 2011, un autre homme a fait une découverte intéressante en examinant le contenu d'un garde-meuble dans la vallée de San Fernando. Ce qu'il a trouvé, c'est une vieille bande dessinée intitulée Action Comics No. 1. L'homme ignorait à quel point ce magazine était précieux, jusqu'à ce qu'il l'apporte à un expert pour une estimation en bonne et due forme. Et il s'est avéré que cette bande dessinée était la première à présenter Superman. Mais pas de chance, notre ami a dû rendre la BD à son ancien propriétaire. En réalité, elle avait été dérobée à un célèbre acteur. Lui-même, un passionné de BD et de Superman en particulier. L'acteur avait signalé la disparition du magazine à sa compagnie d'assurance et aux autorités, mais personne ne savait où il était. Finalement, cette BD d'une valeur estimée à environ $1 million a retrouvé son propriétaire légitime 11 ans après avoir été volée. Un autre objet extraordinaire a été trouvé dans un garde-meuble à Melbourne, en Australie.
Il s'agissait d'une Harley-Davidson 8 soupapes de 1927 avec un sidecar. D'après l'avis des experts, ce véhicule fascinant est demeuré là pendant plus d'un demi-siècle avant de refaire surface en 2015. Il a été mis en vente assez rapidement et a été acheté pour la somme faramineuse de 440 000 €. La vente aux enchères de garde-meubles abandonnés sont souvent amusantes. On ne sait jamais ce que l'on va y trouver, ni le profit qu'on pourra en tirer. Voici l'histoire d'un couple de Long Island qui, pour 100 $ seulement, a fait la meilleure acquisition de sa vie. Dans leur mystérieux garde-meuble se trouvait une Lotus Esprit de 1976. Cette voiture est spéciale en raison de son design, mais aussi car c'est celle qui a été utilisée dans le James Bond de 1977, L'espion qui m'aimait. Au début, le couple n'avait aucune idée que la voiture était célèbre. Ils ont donc simplement cherché à la réparer afin de pouvoir l'utiliser. C'est vrai qu'elle avait l'air plutôt cool. En l'apportant dans un garage, ils ont découvert tout ce qu'elle avait d'exceptionnel. Rapidement, ils ont pu déterminer son origine et ils ont fini par la vendre lors d'une vente aux enchères en 2013. Son prix ? 997 000 $, soit un peu plus de 930 000 €. Un autre habitant du sud de la Californie a découvert quelque chose d'incroyable dans un garde-meuble abandonné en 2017. Son box était rempli de vidéos vintage, de consoles et de cartouches de jeux. Grâce à l'estimation d'un expert, il a appris que tout cela valait plus de 45 000 €. En 2010, un autre chanceux a payé 250 € pour un local rempli de ce qui semblait n'être que de simples meubles. Mais après avoir examiné le box de plus près, il a découvert un objet qui valait en réalité une fortune. Un piano Marshall & Wendell de 1928. Après une estimation auprès d'un spécialiste, il a appris que sa trouvaille valait entre 9 000 et 11 000 €. De la technologie spatiale dans un garde-meuble oublié ? Ce box a été vendu aux enchères en Floride. Après l'avoir inspecté, son propriétaire s'est rendu compte qu'il contenait une fusée de la NASA et un appareil de compte à rebours. Apparemment, ces objets avaient été placés là après l'abandon du programme qui devait les utiliser. Cette découverte a fait le tour du monde et on en a parlé à la télévision. Les fans de chanteurs célèbres trouvent parfois leur bonheur dans des garde-meubles oubliés. Voici l'histoire d'un box contenant les effets personnels d'Aretha Franklin. La plupart de ses affaires avaient été transportées là après un incident chez elle. Elle avait fini par abandonner ces objets. Plus tard, elle a même admis les avoir oubliés. Lors de la vente aux enchères, des sacs, des vêtements et même des reçus à son nom ont été présentés au public. Et dans un box appartenant au père de Michael Jackson se trouvaient plus de 250 enregistrements inédits du roi de la pop. Au moment de l'écriture et de la production de ses chansons, Jackson se trouvait entre deux contrats. Du coup, techniquement, personne n'en avait la propriété légale. De plus, le box contenait un grand nombre de photos du célèbre chanteur ainsi que des objets personnels appartenant à sa famille. Certains de ces objets ont été vendus aux enchères, tandis que d'autres ont été rachetés par ses parents, à grands frais. Cela prouve bien que si tu oublies de payer la location de ton garde-meuble, cela peut finir par entraîner de grosses pertes, surtout si tu es très célèbre. Toutes les choses que l'on a pu trouver dans des garde-meubles n'étaient pas inanimées, aussi bizarre que cela puisse paraître. Un homme est ainsi tombé nez à nez avec un chat lorsqu'il a visité son box pour la première fois. Inexplicablement, l'animal était là à chaque fois qu'il s'y rendait. Alors, il a fini par le ramener chez lui. Si on lui avait dit ce qu'il découvrirait dans son garde-meuble, il ne l'aurait pas cru. D'autres histoires de garde-meubles sont moins heureuses. Comme celle de cet homme qui, en 2011, pensait toucher le jackpot assez facilement s'il parvenait à voler quelques objets de valeur dans un box abandonné. Mais tandis qu'il remplissait ses sacs, un agent de sécurité a vu que la porte du box en question était ouverte. Comme il n'a entendu aucun bruit venant de l'intérieur, il a simplement décidé de verrouiller sa porte. Il pensait que le propriétaire l'avait laissée ouverte par erreur. Et le voleur est resté coincé à l'intérieur et a finalement été arrêté par la police après avoir tenté de s'échapper. Placer des objets dans un garde-meuble est souvent une bonne idée lorsqu'on a besoin d'espace chez soi, mais qu'on ne veut pas encore s'en débarrasser. Cependant, tu dois savoir qu'il y a quelques règles à respecter, car il n'est pas toujours légal, ni sans danger, de garder certaines choses dans ce genre de local. Les véhicules, par exemple. Aux États-Unis, la plupart des garde-meubles ne les acceptent que quand ils sont immatriculés, assurés et en état de marche. Et cela ne s'applique pas seulement aux voitures, mais aussi aux remorques, aux bateaux et aux camions.
Tu dois donc être en possession de toutes sortes de justificatifs avant de pouvoir entreposer ton véhicule. Pour des raisons évidentes, les articles périssables sont à proscrire. Cela inclut les aliments qui doivent être réfrigérés, ceux qui ne sont pas conservés dans des récipients hermétiques, et même les aliments secs pour animaux de compagnie. La plupart des espaces de stockage refuseront ces articles car ils peuvent attirer les insectes et les rongeurs et même favoriser le développement de bactéries et de moisissures. Tu penses peut-être que tes conserves ne poseront pas de problème. Dans la plupart des cas, elles ne seront pas autorisées non plus. Parce qu'il est impossible de contrôler la température à l'intérieur d'un garde-meuble standard et que certaines boîtes de conserve peuvent éclater quand il fait très chaud. Les plantes ne sont pas non plus autorisées dans ces locaux. Non seulement elles ont besoin de la lumière du soleil, mais elles peuvent aussi attirer les insectes et les parasites. De plus, certaines plantes peuvent dégager des odeurs désagréables si elles ne sont pas traitées correctement. Il est donc préférable de les planter à l'extérieur ou de les offrir si tu ne peux plus les garder chez toi. Depuis des décennies, l'exploration de l'espace suscite les rêves des hommes. Et depuis l'an 2000, une présence humaine continue a été maintenue en orbite. Récemment, un nouveau record a été établi. Il y a à peine quelques semaines, 17 personnes de 5 nationalités différentes se trouvaient simultanément en orbite terrestre. Le précédent record remontait à septembre 2021, lors de la mission Inspiration 4, financée par des fonds privés, où le nombre de personnes en orbite atteignait 14. Voyons cela. Récemment, 3 nouvelles personnes ont rejoint la station spatiale chinoise de Tiangong. À bord se trouvent également 3 autres astronautes, présents depuis novembre 2022, qui devraient retourner sur Terre en juin. Par ailleurs, 7 individus se trouvent à bord de la Station spatiale internationale, tandis que 4 membres d'équipage ont quitté l'ISS à bord du véhicule Crew Dragon Freedom de SpaceX, retournant avec succès sur Terre le 30 mai 2023. Cela laisse 13 personnes en orbite. Fait intéressant, ce record inclut également la 600e personne à atteindre l'orbite terrestre. Rayana Barnaoui, membre de la mission Axe-2, est devenue la 600e voyageuse spatiale et la première saoudienne à voyager dans l'espace. Mais on a quelque chose d'encore plus fascinant à vous révéler. En effet, le record du plus grand nombre de personnes dans l'espace, et pas uniquement en orbite terrestre, a également été battu il y a peu. Toutefois, ce record n'a duré que 5 minutes environ. Durant ce bref laps de temps, 20 personnes se trouvaient hors de la planète. Ce record a été établi lorsque 6 membres de l'équipage du VSS Unity 25 de Virgin Galactic se trouvaient en même temps que 3 taïkonautes chinois vivant et travaillant à bord de Tiangong, ainsi que 11 astronautes à bord de l'ISS. Cela commence à être sacrément encombré. Eh bien, la Station spatiale internationale a toujours accueilli la majorité des voyageurs spatiaux en provenance de la Terre. Cependant, je parie que certains faits fascinants sur cette prouesse technologique vous échappent encore. L'ISS est l'un des objets les plus brillants dans le ciel nocturne. Le plus impressionnant ? Vous pouvez vous inscrire à un service spécial qui vous enverra une notification chaque fois que la station passe juste au-dessus de votre emplacement et reste visible à l'œil nu. Personnellement, on l'a observé à de nombreuses reprises, et c'est une expérience vraiment impressionnante. Normalement, vous pouvez la voir entre le crépuscule et l'aube, mais attention, car la station se déplace extrêmement vite. À une vitesse de 8 km par seconde, elle boucle une orbite complète autour de la Terre en seulement 90 minutes. La Station spatiale internationale est un véritable record en soi. C'est le plus grand objet fabriqué par l'homme dans l'espace, avec une longueur de 110 mètres, soit la même taille qu'un terrain de football. Son poids atteint environ 450 tonnes, et 8 vaisseaux spatiaux peuvent s'amarrer à l'ISS simultanément. L'espace de vie et de travail à bord est plus vaste qu'une maison de 6 chambres. Les astronautes disposent de 6 dortoirs, d'une salle de sport, de 2 salles de bain, ainsi que d'une impressionnante vue panoramique à 360 degrés depuis leur grande baie vitrée. Passons aux détails plus techniques. Sur l'ISS, les astronautes n'ont pas à affronter de mauvaises odeurs. Une personne spécialement formée sent tout ce que les astronautes emportent avec eux pour les protéger des mauvaises odeurs. Le problème est que, dans l'espace, vous ne pouvez pas simplement aérer la pièce si l'odeur devient désagréable. C'est pourquoi la NASA est extrêmement prudente concernant les fragrances autorisées à bord. Enfin, sachez qu'il est nécessaire de se débarrasser de ces vêtements après chaque utilisation, car chaque simple chargement d'un demi-kilogramme envoyé à l'ISS coûte jusqu'à $10 000. Il est donc plus économique de jeter ces vêtements sales que de gaspiller de l'eau pour les laver. En dormant, vous bénéficieriez d'un flux d'air exceptionnel autour de vous. Sinon,
le dioxyde de carbone que vous expireriez formerait une bulle autour de votre tête, entraînant une privation d'oxygène. Et cela n'est clairement pas idéal. Les gens pensent souvent que dans l'espace, la gravité devient nulle, d'où l'apesanteur que ressentent les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Mais ce n'est pas tout à fait exact. La gravité reste l'une des forces les plus fondamentales de l'univers. Grâce à elle, la Lune peut orbiter autour de la Terre, et le Soleil ne dérive pas de notre galaxie, la Voie lactée. Mais sur l'ISS, les astronautes ne rencontrent pas de gravité à part entière, mais une microgravité. Autrement dit, une gravité très faible. La gravité terrestre à bord de la station est seulement 10 à 12% plus faible que celle à la surface de la planète. Cependant, les astronautes sont constamment en chute libre. Le vaisseau, les personnes à bord et tous les objets continuent de tomber vers l'avant, non pas vers le bas, mais autour de notre planète, suivant une orbite spécifique. Et comme ils tombent tous ensemble, l'équipage et les objets semblent flotter. Cependant, nos plans d'exploration spatiale vont bien au-delà de l'orbite terrestre à bord de la Station spatiale internationale. Nous nous préparons à envoyer des missions sur la Lune et à établir des colonies sur Mars. Certains experts estiment qu'au cours des 25 prochaines années, environ 20 000 personnes pourraient quitter la Terre. Mais combien de personnes faudrait-il pour coloniser un système stellaire entier ? En 2002, l'anthropologue John Moore de l'Université de Floride a avancé qu'un vaisseau spatial transportant 150 passagers pourrait quitter la Terre et entreprendre un voyage de plusieurs milliers d'années vers un autre système stellaire. À leur arrivée, les descendants de l'équipage initial pourraient bâtir des colonies sur un nouveau monde. Cela semble être un projet aussi ambitieux que titanesque. Mais poursuivons. Le système stellaire le plus proche, Proxima du Centaure, se trouve à 4,2 années-lumière de notre planète. À l'échelle cosmique, c'est la porte à côté. Cependant, pour nous, c'est une distance tellement gigantesque qu'il faudrait construire un vaisseau générationnel pour y parvenir. Mais la vraie question est de savoir combien de personnes il faudrait envoyer pour garantir une diversité génétique suffisante. Une nouvelle étude contredit John Moore, affirmant qu'il faudrait bien plus de 150 personnes. Selon un scientifique de l'Université d'État de Portland, un vaisseau voyageant vers un monde aussi lointain devrait transporter au minimum 10 000 individus. Ce nombre pourrait assurer le succès de la mission. 40 000 personnes seraient encore mieux, car qui sait ce qui pourrait arriver aux voyageurs lors d'un trajet aussi périlleux et sans précédent. Pour le moment, la NASA n'est pas prête à envoyer des humains même sur Mars, alors encore moins vers un système solaire éloigné. Toutefois, quelques organisations privées travaillent sur ce projet. Elles espèrent rendre les voyages interstellaires possibles au cours du siècle prochain, en misant sur une augmentation significative de la vitesse de propulsion, ce qui pourrait réduire le temps de voyage entre les étoiles à seulement quelques centaines d'années. Les chercheurs ont mené plusieurs simulations pour analyser les différents scénarios pouvant se produire lors d'une telle mission interstellaire. Ils en ont conclu que le succès de cette mission dépendrait grandement de la taille de la population de départ. La diversité génétique permettrait de maintenir la santé des voyageurs. Plus la population est grande, plus elle est diversifiée. Et 150 personnes ne suffiraient clairement pas pour maintenir cette diversité génétique. Même une population de 500 personnes n'y suffirait pas. D'un autre côté, si nous envoyons 40 000 personnes vers un autre système stellaire, nous pourrions maintenir une variation à 100%. Même 10 000 voyageurs rendraient le scénario relativement stable, ce qui signifie que tout nombre compris entre 10 et 40 000 personnes serait un pari assez sûr. Mais bien sûr, nous ne pourrions pas envoyer autant de personnes avec un seul vaisseau spatial. Il faudrait en construire plusieurs et les répartir. Ces vaisseaux pourraient être modulaires, capables de s'amarrer ensemble pour le commerce et le contact social, probablement pour maintenir une certaine diversité génétique. Cependant, ils voyageraient séparément afin que, si un désastre frappait l'un d'eux, les autres s'en sortent indemnes. Mais pour rendre le voyage interstellaire possible, les chercheurs et ingénieurs devront surmonter de nombreux défis. Accroître la vitesse de propulsion, gérer les effets négatifs de la vie spatiale, et inventer des systèmes autonomes fournissant air, eau et nourriture. Ou bien, nous pourrions simplement décider de réparer notre propre planète et de rester chez nous. En 2023, un ancien ingénieur de la NASA a affirmé avoir construit une machine capable de se soulever contre la gravité, et ce sans utiliser de carburant. Pas de fusée, pas de feu, pas d'échappement. Juste de l'électricité. Si cela est vrai, les lois les plus sacrées de la physique et tout ce que nous savons sur le voyage spatial s'en trouveraient à bouleverser. Alors, s'agit-il d'un canular de plus ou d'une porte vers l'avenir ?
Le nom de cet ingénieur est Charles Buller. À la NASA, il veillait à ce que les fusées n'explosent pas comme ça, accidentellement. Il a fait partie des programmes Space Shuttle, Hubble, ISS, entre autres méga-projets. Maintenant, Buller et son équipe travaillent pour une entreprise privée qui s'appelle Exodus Propulsion Technologies, et ils essayent de réaliser un vieux rêve d'ingénieur spatial, un vaisseau qui n'aurait pas besoin de carburant. C'est le genre de choses qui changerait instantanément tout ce qui concerne le voyage dans l'espace. Imaginez un avenir où vous pourriez aller sur la Lune, sur Mars, ou où vous voudrez sans dépenser une quantité colossale de ressources, et il affirme que lui et son équipe ont enfin résolu le problème, qu'ils ont construit une machine capable de s'élever dans les airs sans aucun propulseur. Vous avez bien entendu, l'équipe affirme avoir enfreint la troisième loi de Newton, la règle fondamentale de notre monde selon laquelle chaque action nécessite une réaction égale et opposée. Par exemple, dans les fusées, on expulse du carburant à l'arrière, c'est l'action. Poussée ainsi, la fusée avance, c'est la réaction. Un dispositif magique de ce genre enfreindrait également le principe de conservation de la quantité de mouvement. Lorsque vous exercez une poussée sur quelque chose, vous gagnez du mouvement, mais cette autre chose doit acquérir une quantité de mouvement égale dans la direction opposée pour que tout soit équilibré. Selon ses inventeurs, cet appareil changerait la quantité de mouvement total du système à partir de rien. Mais comment obtenir un quelconque mouvement sans pousser contre quoi que ce soit? C'est comme un ballon qui pourrait avancer tout en conservant tout son air. Si cette machine fonctionne réellement, c'est qu'il doit exister une force naturelle que nous aurions manquée pendant toutes ces centaines d'années d'études du monde physique. Buller lui-même l'a appelée la nouvelle force. Essayons un peu de comprendre. Pour créer cet appareil magique, ils ont utilisé l'électrostatique. Leur appareil de test était petit, un objet de 30 grammes, à peu près de la taille d'un jeu de cartes, et il a réussi à créer une poussée, ou une impulsion, en utilisant des champs électriques. Un type de force invisible créé par des charges électriques. La nouvelle force commence à fonctionner lorsque deux événements se produisent dans le système. Le premier est le déséquilibre électrique. Une pression électrique se produit à travers certaines parties de l'appareil, un peu comme la pression de l'air. Si cette pression n'est pas répartie de manière homogène, par exemple, si un côté a plus de poussée électrique que l'autre, c'est le premier élément. Et cela se produit lorsque le champ électrique, la force invisible que les charges électriques créent, est configuré de manière optimale. Il doit se déployer d'une certaine manière, pas en ligne droite, mais de façon inégale et en éventail, comme les rayons du soleil ou ceux d'une roue. Et voilà, quand cela se produit, l'appareil se pousse lui-même et fait bouger l'objet entier. Au début, cette mystérieuse nouvelle force était minuscule et à peine perceptible, peu ou pas de poussée et pas de bruit. Mais avec chaque amélioration, les choses ont commencé à changer. Et en 2023, ils ont finalement mesuré une poussée suffisante pour surmonter la gravité terrestre. Le plus étrange dans tout ça, c'est que selon Buller, dans certains cas, la poussée continue même lorsque l'alimentation est coupée, tant qu'il reste de la charge dans les matériaux. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Cela suggère quelque chose de totalement nouveau en physique, quelque chose de plus profond que ce que nous comprenons actuellement. Alors maintenant, tout scientifique honnête commence à transpirer, parce que ça semble délirant. Et franchement, ça pourrait l'être. Buller admet qu'il s'agit encore d'un travail préliminaire. L'équipe a publié sa découverte et a obtenu un brevet. Soit dit en passant, l'entreprise emploie des personnes qui ont travaillé à la NASA, chez Blue Origin et dans l'US Air Force. Ils bidouillent ce genre de choses depuis des décennies. Charles a présenté ses conclusions à l'APEC, une conférence pour les personnes passionnées par la propulsion alternative et des choses folles comme les moteurs à distorsion, l'antigravité et tout ce qui concerne Star Trek. Maintenant, ils travaillent activement sur ce projet. Bien sûr, le sujet est encore très controversé et de nombreux scientifiques restent sceptiques. Il pourrait y avoir une erreur que personne n'a encore détectée. Ainsi, ils veulent tester la machine dans l'espace. Si elle fonctionne là-haut aussi, cela pourrait changer le voyage spatial à jamais. Ça pourrait être réel parce que ce n'est pas la première fois que nous découvrons quelque chose de ce genre. Récemment, une start-up appelée Evo Ltd a affirmé avoir construit un Quantum Drive, un autre dispositif de propulsion qui apparemment n'a pas besoin de carburant. Ses créateurs ont dit qu'ils exploitaient une théorie étrange et controversée de la physique appelée inertie quantifiée. Elle a été élaborée par un physicien britannique du nom de Mike McCulloch. En gros, il a affirmé que l'inertie, cette propriété qui pousse les objets à résister à l'accélération, n'est pas une règle fondamentale de la nature.
mais un effet causé par un rayonnement quantique étrange à la limite de l'univers observable. En termes simples, si cette théorie est correcte, alors dans les bonnes conditions, vous pourriez être capable de générer une poussée sans rien projeter vers l'arrière. Plus besoin de carburant, juste de l'électricité et une installation suffisamment ingénieuse. De nombreux scientifiques n'y croient pas, mais qui sait, peut-être que c'est pour cela que ces nouvelles inventions pourraient réellement fonctionner. Quoi qu'il en soit, au départ, l'entreprise Ivo a été fondée par une petite équipe de techniciens qui souhaitaient découvrir l'énergie sans fil. Leur première grande idée s'appelait CBAT, transmission aérienne à base capacitive. En gros, une manière sophistiquée de transmettre de l'électricité sans fil, par le biais de l'air, mais quelque part, en cours de route, ils ont changé de direction. Ils ont commencé à se demander, si nous pouvons faire passer de l'électricité dans l'air de cette manière, pouvons-nous également déplacer des objets? Pouvons-nous repenser l'inertie elle-même? Ainsi, en 2021, ils ont commencé à travailler sur un dispositif de propulsion basé sur cette théorie de l'inertie quantifiée. Ils ont construit leur propulseur Quantum Drive autour de cette idée. C'était un système électrique autonome. Pas de réservoir de carburant, pas de combustion. Juste une boîte prête à l'emploi qui fait bouger les engins spatiaux. Selon eux, c'est léger, empilable, et ça peut être fixé à un satellite comme un grille-pain. Et ça ne pèse que quelques centaines de grammes, bien plus léger qu'un propulseur traditionnel. En 2023, ils l'ont testé. Pas dans le garage de quelqu'un, mais dans une véritable chambre à vide, simulant les conditions de l'espace. L'équipe a déclaré avoir écarté toutes les forces connues qui pourraient se fausser les résultats. Et ils ont réussi à générer une poussée. Pas beaucoup, mais de manière cohérente et mesurable. Puis est venu le grand moment. Ivo et une entreprise partenaire, Rogue Space Systems, ont lancé le Quantum Drive dans l'espace. Et maintenant, ils attendaient les résultats des tests. Beaucoup de physiciens pensent que tout cela n'est que baliverne. Certains d'entre eux ont fait remarquer que ça ne pouvait pas marcher, car il s'agirait alors d'une machine à mouvement perpétuel. En gros, si un appareil comme celui-ci fonctionnait réellement, on pourrait l'utiliser pour produire de l'énergie de manière infinie, ce qui enfreint la première loi de la thermodynamique. Mais selon Ivo, ce n'est pas ça qu'ils font. Ils disent que l'inertie quantifiée fonctionne bien selon les lois de Newton, juste un peu différemment. Quoi qu'il en soit, tout cela doit être vérifié 2 fois. Les sceptiques ont tout à fait raison, car beaucoup de personnes ont de mauvais souvenirs. En 2001, un ingénieur britannique nommé Roger Shawyer a présenté l'M-Drive. C'était un appareil étrange en forme de cône qui, supposément, créait une poussée sans rien éjecter à l'arrière. Les gens étaient super enthousiastes. La NASA l'a même testé avec leur équipe d'EagleWorks. Et en 2016, ils ont affirmé avoir détecté de minuscules quantités de poussées provenant de l'M-Drive. Les médias ont parlé de révolution. Les gens et les scientifiques n'en croyaient pas leurs oreilles. Mais plus tard, des études plus poussées, y compris une étude provenant d'une université allemande qui a vraiment bossé sur le sujet, ont découvert la triste réalité. Il ne s'agissait que d'une erreur expérimentale. En 2021, le verdict est tombé. Le moteur M-Drive ne fonctionnait pas. Ce n'était que du bruit expérimental, des données mal comprises, un autre rêve qui partait en fumée. De nombreuses inventions, sans propulseur, se sont heurtées à un énorme mur tenace, les lois de la physique. Il est donc trop tôt pour dire si ces startups réussiront à changer le monde à jamais. Mais si cela s'avérait réel, ce ne serait pas simplement un nouveau moteur, ce serait une toute nouvelle ère. La NASA a lancé une sonde spatiale directement vers le Soleil. Il s'agit de l'objet conçu par l'homme le plus rapide jamais fabriqué, capable de franchir la distance entre Philadelphie et Washington, D.C., en une seule seconde. La sonde solaire Parker a pour mission d'analyser les phénomènes extrêmes de notre étoile. Les scientifiques avertissent que de gigantesques tempêtes solaires sont inéluctables et pourraient avoir des conséquences désastreuses pour notre planète. La sonde s'est rapprochée du Soleil 7 fois plus que toute autre mission antérieure. Elle a accompli cette prouesse lors de son 22e passage à proximité de l'étoile, depuis son lancement en 2018. En raison de sa masse colossale, le Soleil exerce une gravité phénoménale, comparable à l'attraction d'un immense aimant. Au fil de ses orbites autour du Soleil, la sonde exploite la gravité pour accroître progressivement sa vitesse et atteindre des sommets vertigineux. Lorsqu'elle s'est aventurée au plus près de la couronne solaire, la couche externe de l'atmosphère du Soleil, elle a dû résister à des températures avoisinant les 1400 degrés Celsius, de quoi liquéfier de nombreux métaux.
Elle était protégée de cette chaleur extrême et des radiations solaires par un bouclier en carbone de 11 cm d'épaisseur, garantissant ainsi le bon fonctionnement de ces instruments, maintenus à une température proche de celle d'une pièce ordinaire. Les chercheurs ont consenti à ces efforts considérables dans l'espoir d'élucider une énigme scientifique qui les intrigue depuis longtemps. La surface du Soleil est déjà brûlante, mais en s'éloignant vers la couronne solaire, la température grimpe inexplicablement jusqu'à plusieurs millions de degrés. Ce paradoxe thermique, qui défie la logique, pourrait enfin trouver une explication grâce aux données recueillies par la mission. Elle vise également à approfondir notre compréhension du vent solaire. Le Soleil émet en permanence des particules énergétiques et chargées dans l'espace, formant un flux continu semblable à une brise électromagnétique. Lorsque ce vent atteint la Terre, il engendre de spectaculaires aurores polaires. Plus l'activité solaire est intense, plus ces phénomènes lumineux sont visibles loin vers le sud. Notre étoile suit des cycles naturels d'environ 11 ans qui influencent directement ces manifestations célestes. Cette activité oscille entre des phases d'intensité faible et élevée. Actuellement, nous sommes en période de maximum solaire, le point culminant de ce cycle. C'est pourquoi, en 2024, des aurores spectaculaires ont été observées dans des régions inhabituelles. Toutefois, cette intensification peut engendrer des éjections de particules chargées et d'énergie susceptibles de perturber des infrastructures comme les systèmes radio, les satellites et même le GPS. Ce phénomène représente un danger pour les astronautes, bien plus exposés que nous qui bénéficions de la protection terrestre. Les humains ne percevraient pas directement la déformation du champ électromagnétique de la planète causée par ce rayonnement, mais les réseaux électriques y sont extrêmement vulnérables. En l'absence de réaction rapide, cet afflux d'énergie risque de saturer les transformateurs électriques à l'échelle mondiale, provoquant des pannes généralisées. Une telle perturbation survenant lors d'une catastrophe naturelle, comme un ouragan ou une tornade, pourrait gravement compliquer les opérations de secours en rendant les communications encore plus difficiles et en compromettant les efforts pour sauver des vies. C'est pourquoi il est primordial de perfectionner notre capacité à anticiper ces phénomènes, appelés météo spatiales. Cette tâche est ardue, car contrairement aux séismes, aux inondations ou aux éruptions volcaniques, ces tempêtes solaires ne laissent aucune trace matérielle. Les seules dont nous ayons une véritable connaissance remontent à 1859 et 1921. La première, connue sous le nom d'événement de Carrington, fut d'une intensité telle qu'elle provoqua des étincelles sur les lignes télégraphiques. Les aurores furent observables jusqu'à des latitudes proches de l'équateur. À cette époque, les scientifiques utilisaient un papier photosensible pour enregistrer l'activité solaire. Lors de cet événement, les relevés dépassèrent littéralement les limites des instruments de mesure. L'ampleur du phénomène reste encore mal comprise aujourd'hui. La tempête géomagnétique de mai 1921, quant à elle, causa d'importantes perturbations, mettant hors service les réseaux télégraphiques aux États-Unis, en Europe et jusqu'à l'hémisphère sud. Paradoxalement, cette tempête amplifia temporairement la portée des transmissions radio, leur permettant de voyager bien au-delà de leur portée habituelle. À l'époque, le faible nombre de radios limitait l'intérêt de ce phénomène. Le véritable problème fut l'ampleur des dégâts subis par le réseau électrique américain. En 1859 et 1921, la technologie n'occupait pas une place aussi centrale dans la vie quotidienne qu'aujourd'hui. Si une tempête de cette envergure survenait à notre époque, les conséquences pourraient être infiniment plus désastreuses. Des chercheurs néo-zélandais spécialisés en météorologie spatiale développent des simulations pour anticiper et atténuer ces risques. L'une des approches envisagées consiste à étudier d'autres étoiles similaires au Soleil dans l'espace. L'analyse de données issues de milliers d'astres, et non d'un seul, permettrait d'obtenir un tableau plus précis des phénomènes en jeu. Jusqu'à présent, plusieurs missions ont été lancées ou sont en préparation, en complément de la sonde solaire Parker. Le satellite GOES-19 2024, l'orbiteur solaire de l'ESA 2020 et le satellite Space Weather Follow-On 2025. Parallèlement, la NASA poursuit un autre projet, le déploiement d'Endurance, un engin lunaire robotisé à la puissance décuplée. Sa mission principale consistera à collecter des échantillons provenant de sites stratégiques que les astronautes du programme Artemis récupéreront ultérieurement. Ces échantillons seront disséminés dans le plus vaste bassin d'impact de la Lune, le bassin pôle Sud-Aitken, qui s'étend sur près de 1900 km. La dispersion des sites de prélèvement, séparés de centaines de kilomètres, impose à Endurance d'être bien plus avancé que Perseverance, l'actuel rover le plus sophistiqué de la NASA.
Endurance devra parcourir une distance 100 fois supérieure, rouler 10 fois plus vite et collecter une masse d'échantillons 200 fois plus importante. Il sera aussi le premier rover planétaire capable d'opérer de nuit. Placé sur la face cachée de la Lune, où les communications avec la Terre et les données de surface seront limitées, il devra naviguer de manière autonome entre les différents sites d'échantillonnage et prendre ses propres décisions dans un environnement hostile. Une fois parvenu à destination, il adoptera une approche plus conventionnelle pour l'exécution de ses tâches. Les scientifiques d'Alpo sur Terre joueront un rôle actif en dirigeant le rover dans l'exploration des sites et la collecte d'échantillons. Ils assureront également un suivi constant de ses performances en analysant sa télémétrie, c'est-à-dire les données qu'il transmet, notamment son état de fonctionnement. En cas d'usure détectée sur un composant ou d'un dysfonctionnement, ils ajusteront les opérations afin de garantir le bon déroulement de la mission. Ce projet nécessitera des investissements colossaux, probablement bien supérieurs aux 450 millions de dollars déjà engloutis par la mission lunaire Viper, avant son annulation par la NASA. Tandis qu'Endurance est encore en phase de conception, le module d'atterrissage lunaire Blue Ghost est déjà en route pour la Lune. Sa mission principale est la recherche. Durant 25 jours, il évoluera en orbite terrestre pour effectuer des mesures et guetter le moment opportun pour se propulser vers la Lune. Après 4 jours de transit, il se placera en orbite lunaire pour une période de 16 jours, durant laquelle il collectera de nouvelles données. Il descendra ensuite dans l'un des plus vastes bassins lunaires, Mare Crisium, où il restera une journée lunaire, soit 14 jours terrestres. Ces instruments mesureront les températures du sous-sol, les niveaux de radiation et d'autres paramètres essentiels. En fin de mission, Blue Ghost capturera des images du coucher de soleil lunaire. Conçu sans capacité de retour vers la Terre, il accomplira quelques tâches finales avant de s'éteindre définitivement à la tombée de la nuit. Dans le cadre d'un autre projet spatial ambitieux, la NASA a sélectionné une équipe d'ingénieurs en aérospatial de l'Université de Floride pour mener le programme GERATIS, Gravitational Reference Advanced Technology Test in Space. Ce projet, doté d'un budget de 12 millions de dollars, vise à améliorer le suivi des mouvements des plaques tectoniques et des océans terrestres grâce à des observations spatiales. Vous avez sûrement vu ces fascinantes images de la NASA, des étoiles naissant dans des nébuleuses, des galaxies entremêlées, des couleurs éclatantes et presque irréelles. Et puis, quelqu'un affirme soudain que tout cela est faux, que la NASA retouche systématiquement ces clichés. Eh bien, c'est vrai. Toutes les photos sont bel et bien modifiées. Mais l'objectif n'est pas de nous tromper. Il s'agit au contraire de révéler ce que notre regard ne pourrait jamais percevoir. La couleur, voyez-vous, est un phénomène étrange. Elle n'est rien d'autre qu'un jeu d'ondes lumineuses et d'énergie voyageant à travers l'espace. Lorsqu'elle rencontre un objet, une banane, une chaise ou même une poussière, celui-ci absorbe une partie du spectre lumineux. Le reste est renvoyé vers nos yeux. Et cette lumière réfléchie, c'est ce que nous appelons la couleur de l'objet. Il existe un vaste spectre de ces ondes, s'étendant des plus courtes aux plus longues. Plus elles s'allongent, plus elles glissent vers le rouge, devenant infrarouge, puis micro-ondes et ondes radio. Inversement, plus elles raccourcissent, plus elles se rapprochent du bleu et du violet, évoluant en ultraviolet, rayon X, puis rayon gamma. Au centre de ce spectre se trouve une bande minuscule que l'on nomme lumière visible, la seule que nos yeux soient capables de détecter. C'est le fameux arc-en-ciel, celui que nous reconnaissons et admirons. Mais cette portion est infime. Autrement dit, nous percevons à peine une fraction du monde. Lorsque la lumière est réfléchie par un objet et atteint nos yeux, des cellules spécialisées, appelées cônes, la captent et envoient l'information à notre cerveau. Ainsi, dire que une banane est jaune, c'est constater qu'elle a absorbé les ondes rouges, vertes et bleues, et renvoyé celles correspondant au jaune jusqu'à nous. Alors, la question se pose. L'espace est-il réellement aussi splendide et coloré, ou bien est-ce une pure illusion? Eh bien, oui et non. Les étoiles émettent de la lumière qui file à travers le vide comme un train lancé à toute allure. Elle continue sa course paisible, jusqu'à entrer en collision avec quelque chose. Particules de poussière, planète, vaisseau spatial ou astronaute. Chaque fois que la lumière rencontre un obstacle, une partie est absorbée, tandis qu'une autre se réfléchit et poursuit sa trajectoire. Ainsi, à chaque interaction, l'intensité lumineuse diminue,
Et si vous pénétrez dans une nébuleuse, autrement dit, un immense nuage de gaz chargé de particules, la lumière s'y disperse rapidement, jusqu'à s'évanouir presque totalement. Les nébuleuses émettent également une lumière naturelle, produite par des gaz ionisés tels que l'hydrogène, l'oxygène ou le soufre, qui brillent à des longueurs d'onde précises. Mais cette lueur est extrêmement ténue. Gardez à l'esprit que nos yeux ne perçoivent les objets que si la lumière s'en reflète jusqu'à eux. De surcroît, nos cônes, responsables de la perception des couleurs, ne s'activent qu'en présence d'une forte luminosité. En d'autres termes, les sources faibles nous échappent entièrement. Sans émission lumineuse directe à proximité, nous serions incapables de discerner quoi que ce soit. Autrement dit, pour nous, l'espace entier ressemblerait à une pièce plongée dans l'obscurité. Les planètes et nébuleuses, sans doute magnifiques, seraient bien là, mais sans source lumineuse à portée, il nous serait impossible de les contempler dans toute leur splendeur. Lorsque la lumière est rare, ce sont les bâtonnets, un autre type de cellules, qui prennent le relais. Excellents pour détecter les mouvements et voir dans l'obscurité, ils sont toutefois peu sensibles aux couleurs. Dans l'espace lointain, notre perception se limiterait à des nuances pâles de gris et de blanc. Si vous étiez à bord d'un vaisseau spatial, les étoiles vous apparaîtraient nettes, blanches et sans scintillement. Vous pourriez discerner quelques nuances rouges ou bleutées sur les plus lumineuses, telles que Bételgeuse ou Rigel. Cependant, la plupart des objets célestes ne seraient que des traînées floues et grisâtres. La Voie lactée ressemblerait à une bande diffuse, bien loin de l'éclat coloré que montrent les astrophotographies. Quant aux nébuleuses, elles évoqueraient de faibles nuages, sans couleur, à moins qu'elles ne brillent avec intensité, comme la nébuleuse d'Orion. Dans notre système solaire, les astronautes parviennent à voir leur environnement grâce à la lumière solaire, ou lorsqu'ils se trouvent près de planètes ou de vaisseaux éclairés. Des planètes comme Jupiter ou Mars conservent une teinte perceptible à l'œil nu. En revanche, sur Terre, sans atmosphère, le ciel diurne serait noir. Le Soleil se présenterait comme un disque éclatant suspendu dans le vide, tel qu'il apparaît depuis la Lune. Si seulement nos cônes rétiniens étaient capables de percevoir la lumière avec une sensibilité bien supérieure, nous pourrions discerner les objets les plus ténus. Mais attendez, cette capacité existe déjà. Grâce à la technologie des caméras à longue exposition et des télescopes, ces instruments sont conçus pour cela. Ils accumulent la lumière pendant plusieurs minutes, voire des heures entières, permettant ainsi de capturer des photons que l'œil humain serait bien incapable de détecter. Lorsque des télescopes comme Hubble ou James Webb réalisent des images, il ne s'agit nullement de jolis clichés destinés aux réseaux sociaux. Ils collectent des données brutes, invisibles, un flux de lumière ténue et de chiffres, à la fois accessibles et inaccessibles à notre vision naturelle. Le télescope James Webb ne capte même pas la lumière visible. Il a été spécialement conçu pour détecter l'infrarouge, autrement dit la chaleur. Ce type d'instrument fonctionne comme une machine à explorer le passé. Il nous dévoile non seulement des galaxies lointaines, mais aussi leur apparence, des milliards d'années auparavant. Nous observons des étoiles éteintes depuis fort longtemps, et des galaxies qui, peut-être, n'existent déjà plus. Tout cela est possible parce que James Webb peut percer les nuages de gaz et de poussière pour atteindre des galaxies si anciennes que l'expansion de l'univers a étiré leur lumière jusqu'aux longueurs d'onde infrarouges. Autrement dit, ce télescope n'a pas pour vocation de produire de belles images. Sa mission première est d'analyser l'histoire de l'univers. À première vue, les données reçues prennent la forme d'images noires ou en niveau de gris. Lorsque James Webb transmet ses relevés, le résultat semble vide. Mais lors du traitement ultérieur, les astronomes attribuent aux longueurs d'onde des couleurs visibles. Chaque teinte est choisie de façon à faire ressortir une caractéristique précise, un type de gaz, une plage de température ou une longueur d'onde donnée. Cela permet de révéler des éléments que nos yeux ne pourraient jamais percevoir. Parfois, l'image restitue uniquement ce que l'œil humain verrait. Parfois, les couleurs sont modifiées ou ajoutées pour faire apparaître des intensités ou des éléments particuliers. Prenons l'exemple d'une supernova, une étoile qui explose en projetant ses débris. Pour comprendre le phénomène, il est essentiel d'en visualiser précisément les restes. Cela implique d'ajuster le contraste ou d'affiner l'équilibre des couleurs, afin de révéler certains gaz ou de distinguer des objets diffus, proches de sources lumineuses intenses. Vous souhaitez observer un caillou étrange sur Mars? Il suffit de zoomer, régler la lumière, accentuer les ombres. C'est ce que font les photographes au quotidien. Les scientifiques aussi, car plus c'est clair, mieux on comprend. Même les clichés des missions Apollo ont été retouchés à l'époque contemporaine. Cela revient à restaurer un vieux film, afin qu'il devienne net plutôt que brumeux. Sans ces ajustements, les découvertes les plus extraordinaires de ces 2 dernières années, ces galaxies primitives, ces étoiles naissantes au cœur des nuages cosmiques, apparaîtraient comme de simples images figées.
Est-il possible de mal interpréter les couleurs? Bien sûr, prenez Mars par exemple. Les images que nous en recevons semblent presque entièrement rouges. Mais une fois sur place, ces teintes sont bien plus variées, allant du doré au brun, en passant par le beige et le jaune. Cette apparence rougeâtre provient de l'oxyde de fer contenu dans les roches, la poussière et le sol martien. L'aspect final dépend de l'éclairage, de l'atmosphère et des procédés de traitement d'image. Mais ces couleurs saisissantes que nous voyons ne sont pas inventées. Les galaxies renferment des milliards d'étoiles, d'amas de gaz et de poussière qui produisent naturellement une gamme chromatique d'une richesse stupéfiante. Les clichés de la NASA ne sont en réalité que des traductions. Imaginez ceci. Si nous avions des lunettes capables de capter davantage de lumière, à la manière d'Hubble ou de James Webb, le ciel nocturne serait d'une telle splendeur que vous n'arriveriez plus à fermer l'œil. Ces lunettes astronomiques idéales devraient amplifier la lumière ténue, enrichir les couleurs et les rendre visibles à nos yeux. Or, la vision nocturne actuelle est insuffisante. Elle fonctionne en amplifiant la lumière visible, ou proche, infrarouge, mais restitue tout en nuances vertes, sans véritable couleur. Quant aux lunettes infrarouges, elles détectent uniquement la chaleur. Il nous faudrait des dispositifs capables d'accroître la sensibilité aux photons d'un facteur d'environ 10 000. Si seulement nous avions les capacités de certains animaux, les serpents voient dans l'infrarouge, les abeilles perçoivent l'ultraviolet, et les oiseaux distinguent moins plus de couleurs que nous. Nous ne pouvons même pas concevoir ce qu'ils voient réellement. Alors oui, la NASA modifie ces images, car l'univers brut n'est pas adapté à notre regard. Il est obscur, glacial, lointain et silencieux. Mais avec un peu de traduction, quelques calculs, une mise en couleur, un travail narratif, nous pouvons contempler l'invisible, explorer le passé et inspirer de nouvelles vocations pour l'étude de l'espace.